présente Marwa Cheikh Youssef, architecte urbaniste chercheur, option développement économique et social des territoires dans le durable, présidente Hack and Pitch. Alors si je devais parler un peu de mon parcours, euh, j'ai bien peur, même si j'ai un petit peu peur d'être un petit peu longue, on va dire. Je vais essayer d'être brève. Euh, donc, au fait, j'ai toujours rêvé d'être architecte. Je voulais aussi être astronaute. Voilà, je ne l'oublierai jamais. Et j'étais frustrée à l'âge de 8 ans de savoir qu'il fallait que j'aille aux États-Unis pour faire aussi astronaute. Et à l'instar des Romains qui, à une époque, étaient médecins, architectes, ingénieurs, soldats, apothicaires, voilà. Donc je me suis dit, oui, oui, je peux bien faire deux métiers, donc architecte et astronaute. On m'a même offert une première table d'architecte à l'âge de 8 ans, toujours, ou 9 ans. Et puis, je voulais laisser une trace. Comme tous les anciens bâtisseurs de l'Antiquité, j'étais très fascinée par le monde ancien, les vestiges. Chaque fois que je voyageais quand j'étais petite, et c'est vrai que je vous le dis à vous, pourtant, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal et je m'en souviens maintenant. C'est que je disais toujours à mon grand-père avec qui, Allah yarhamou, je voyageais énormément, grand-père, qu'est-ce qu'il y a d'antique et d'ancien dans cette ville? Donc à chaque fois c'était la même chose et on a beaucoup de chance d'être marocain et alhamdoulilah on a beaucoup de vestiges, beaucoup d'histoires. C'est vrai que c'était à Marrakech, j'étais complètement sous le charme de tous les anciens vestiges et palais, et murailles, quartiers, voilà, que si je suis à Fès, c'est encore incroyable, Meknès, etc. Donc, alhamdoulilah, voilà, au Volubilis. Donc, nous avons ce bonheur de faire partie de ce magnifique pays, de notre magnifique pays, avec un riche patrimoine et qui a encore plus poussé cette envie d'être architecte, mais aussi de laisser une trace. Voilà. Et donc je pars faire mes études. Bah, en fait, ce rêve n'a pas changé. La vérité, alhamdoulilah, je crois, c'est pas pour le dire, mais c'est vrai que j'étais souvent première de classe, j'étais bonne élève, j'étais assidue. Les études d'abord. J'aimais beaucoup aussi, je pense, très sociable. J'ai pas le droit de parler comme ça de moi-même. C'est un petit peu difficile de parler de moi et de dire que je suis sociable. C'est les autres qui doivent le dire. Mais voilà, je sais pas, le fait d'avoir encore une fois voyagé pas mal. Je me souviens aussi dans certaines contrées où il n'y avait pas d'hôtel, mes grands-parents disaient Daifullah et les gens disaient Marhaba Daifullah. Donc j'ai toujours vécu dans ce partage. Je pouvais dormir dans un palais quand je pouvais dormir dans une chambre, ou à même le sol quand on était à Moulay Ibrahim, Sidi Zwin, des endroits merveilleux, Lorica, les vallées, Izgan, Tiznit, Taroudant, et qu'on partageait le souper de personnes qu'on ne connaissait pas, même des régions vers Chiadma. Et tout ça, ça me fascinait, ces villages, voilà. Donc cette culture que j'ai embrassée, celle de mon pays, le partage, et ce magnifique patrimoine, voilà. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, donc je suis partie faire mes études en France parce que j'ai fait l'architecture. Mes professeurs étaient un petit peu euh, enfin, il y en a qui m'ont beaucoup poussé à faire, on va dire, la médecine. Ben, c'est un peu classique. Tu fais architecte ou médecin quand tu es bon élève, on va dire, au Maroc. C'est vrai que c'est un peu classique. Et on a besoin de faire cette disruption. C'est un petit peu encore malheureux de voir encore beaucoup de jeunes avec énormément de talent qui voilà, au lieu d'aller plus enrichir une tendance ou une force qu'ils ont et aller plus loin dans une passion, on va avoir encore une personne proche qui va dire non, tu fais ça, tu as de bonnes notes, tu fais ça ou tu fais ça. Voilà. Donc bah, moi aussi, on a essayé de me forcer pour aller vers les magnifiques études quand même de la médecine que j'adore aussi, parce que j'aime toutes les sciences, je suis très très scientifique quand même. Et je lis énormément de revues scientifiques dans le domaine de la biologie et de la médecine, j'aime beaucoup, tout comme d'autres revues. Et puis j'ai tenu tête et j'ai dit non, 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 je ne ferai pas médecine et je suis partie faire ce rêve de faire l'architecture. Pourquoi pas au Maroc? La vérité, ça, je n'y ai pas pensé, pas du tout. L'ENA existait bien sûr quand j'ai eu mon bac dans les années 2000, mais disons que
je savais qu'il fallait aller ou en Italie, ou en France, ou en Espagne, parce que je voulais ramener revenir avec une nouveauté, avec une richesse culturelle, un regard nouveau ou différent, tout simplement, pour mon pays, mais toujours dans ce souci de servir mon pays. J'ai passé de merveilleuses années dans une des plus belles écoles d'architecture dans le monde, qui est l'ESA, qui fait partie un peu aussi dans son histoire du mouvement du Bauhaus, donc un peu une école vraiment avec un regard nouveau sur l'architecture, bien qu'elle ait été créée dans les années 1880 et quelques, si je me souviens bien. Euh, alors, ce qui m'a marqué en arrivant à l'école, c'est cette diversité culturelle, ces élèves qui arrivent des quatre coins du monde, nos enseignants aussi exceptionnels qui nous ont poussés vers cette ouverture aussi, beaucoup de voyages, beaucoup de réflexions sur les autres cultures diverses, que ce soit Hassan Fathi, l'architecture en terre, Dalmé, etc., l'Emzab, bien sûr l'architecture européenne, antique, etc. Et donc, au fait, et beaucoup de cours aussi de sociologie et de philosophie portés sur l'humain. Voilà, donc très beau moment d'échange et de formation intensive parce que j'ai vraiment veillé à être encore une fois bonne élève et j'ai décroché mon diplôme très très jeune. Donc c'était vraiment, je suis devenue architecte à 22 ans, moins quelques jours, voilà, donc en fait autour de 22 ans on va dire. Et ce qui était voilà, donc major de promo, celle qu'on va venir voir, la première qui sort. J'étais très très contente d'avoir pu finir ce parcours. C'était pas pour faire astronomie, non, non, mais c'était pour encore pousser plus mes études. Et c'est là où je vais m'étonner moi-même. Déjà, quand j'étais en dernière année d'architecture, donc en cinquième année, quand je faisais mon projet de diplômable, et c'est ça le déclic. Je ne sais pas si ça rentre aussi dans le parcours, ça va répondre aussi à la question qui vient après. Mais je ne sais pas. Je me suis toujours sentie très très proche d'une région rurale dans notre pays, c'est Bsliman. Bsliman, avec son il y a un chef-lieu au fait. Donc c'est Chaouia Ouldira. Ce n'est plus Chaouia Ouldira, mais dans cet ancien découpage, il y a une jama'a qui s'appelle Marine Al-Ghaba. Et exactement le village de Layoun. Layoun, pas Layoun de la ville Layoun, mais le village de Layoun. Donc on parle bien d'un petit village qui se situe sur l'ancienne nationale 2 entre Bouznika et Bsliman. Donc c'est kilomètre 6 de la ville en pleine forêt. Cœur de la forêt de Bsliman. Et là je rencontre des femmes qui ont du mal à aller chercher l'eau, qui se retrouvent seules. Et je passe vraiment 3 mois d'été avec elles. Je pense que c'était la deuxième année d'archi ou la troisième année. Et du coup, le déclic est arrivé comme ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, je pensais déjà à mon diplôme et je voulais créer la mosquée de demain, de futur. Créer vraiment un monument où peut-être le minaret sera tout sauf le minaret que vous connaissez aujourd'hui. Je me suis dit, de l'époque de notre prophète, on avait besoin effectivement d'être haut pour appeler les gens, etc. Et puis là, ou de montrer que Mahalama est là, mais bon, là, il y a des micros, il y a des amplificateurs, on n'a pas besoin. Et puis, on a besoin une vraie disruption, de réflexion nouvelle. Donc, au moment où je voulais faire vraiment cette mosquée, je voulais aussi la faire dans cette région. Je vais me rapprocher plutôt, c'est-à-dire il va y avoir un autre changement dans cette vision, dans ce diplôme, on va dire. Et ces femmes que je vais rencontrer durant les étés qui ont précédé l'année du diplôme va me marquer parce que ces femmes sont seules, se fatiguent, comme je l'ai dit plus tôt, à chercher de l'eau, se fatiguent à descendre à la seule épicerie du village et attendent le souk du mardi pour aller, le souklet, pour aller faire leurs courses. Et je me débrouillais avec un petit véhicule que j'empruntais à ma mère pour un petit peu aussi les aider du mieux que je pouvais avant d'aller rejoindre Montparis pour finir mes études à la rentrée scolaire. Et en écoutant leurs doléances, et en plus on était toutes heureuses la nuit, c'est comme s'il y avait plus
de douleur. Donc voilà, les femmes, le soir, on riait, c'était bon enfant, on se retrouvait autour d'un tagine et puis je partais dormir à la maison de mes parents à Slimane. Tout en laissant ces femmes heureuses chez elles, malgré toutes les peines qu'elles ont, on va dire, exhortées ou fait sortir ensemble autour de... Voilà, on parlait, on marchait, on discutait. Et vraiment, mon diplôme a complètement, si vous voulez, ça y est, c'était une réminiscence. Quelques mois plus tard, le diplôme arrive et je décide de faire le centre de Ain Tizra, de la femme rurale marocaine, et pas que. Au début, c'était pour les femmes. Après, je me suis dit, c'est pour toutes les personnes qui ont besoin de créer, de produire, de vivre. euh, et, et là, vraiment, je vous parle je parle de 2004. Et je ne sais pas si c'était un petit peu assez. Je trouve que c'était assez innovant pour l'époque. Donc, j'ai décidé de faire le centre de la femme rurale marocaine. Et j'ai invité des artistes du monde entier pour venir insuffler ce qu'ils savent déjà faire. Celle qui sait faire des tapis va faire des tapis. Celle qui sait faire shibakia, elle le fera pour Ramadan. Celle qui sait faire, je ne sais pas, faire sécher des graines de courge ou autre pour vendre à Moulzri'a le fera. Je suis partie aussi à Sephora, à la Fnac, pour leur proposer et faire des esquisses en tant qu'architecte. J'ai dessiné des motifs de futurs tapis de souris. Donc, j'essaie vraiment de trouver des connexions, des liens entre ce qu'elles pouvaient fabriquer droit et ce que je pouvais aller porter pour qu'elles puissent vendre directement par elles-mêmes. Parce que j'ai même formé certaines au web pour pouvoir directement avoir une marketplace et vendre directement à la FNAC ou autre. Donc vraiment créer un centre autonome. Et c'était vraiment le cœur de mon diplôme. Et c'est là où j'ai touché, si vous voulez, le côté social et économique. Euh, Laissant une trace aussi comme ça, voilà, finalement. Et je vous ai pas parlé juste d'un épisode avant qui va expliquer peut-être aussi le déclic vers le hackathon. J'y reviendrai juste en disant que ce fut un merveilleux diplôme et ce diplôme a assez étonné tous les membres du jury de l'époque parce que voilà, au lieu de faire juste quelque chose de beau, j'ai essayé de faire quelque chose de fonctionnel. J'espère que j'ai pu faire les trois. Donc comme l'a dit Vitruve, donc on revient aussi aux architectes de l'Antiquité qui disaient que l'objet doit être beau, fort, mais surtout utilitas. Donc, utilitas, firmitas et venustas. Donc il n'y a pas que la beauté. Donc ce centre que j'ai proposé à Intizra, c'est un centre que j'ai construit avec de la terre damée. Donc c'était la construction, enfin les matériaux proposés pour le construire, avec des cellules faites en terre, ouvertes sur l'extérieur, des tentures, donc quelque chose qu'on connaît autour d'un patio et très moderne, avec de l'eau tout autour, en tous les cas bref, et de l'eau recyclable. Donc en fait, on récupérait l'eau de pluie, etc. Et donc les femmes se retrouvaient dans ces espèces de cubes en terre damée. Et il y a une grande galerie d'exposition. Des personnes pouvaient venir acheter, comme on pouvait surtout, mais on ne comptait pas sur le B2C, si vous voulez. C'était vraiment du B2B. Il fallait vendre à ces corporates. Voilà. Euh, ce que j'allais vous dire, c'est que 2 ans auparavant, j'étais trop jeune pour participer à un concours qui était ouvert aux 23 ans et plus pour les étudiants d'architecte. Et puis, je me rappelle que j'étais vraiment fâchée et quelques jours frustrée, plutôt, voilà. Quelques jours plus tard, il y a un tract que je vois, une espèce de fascicule en forme de CD que je vois sur une voiture en sortant de l'école d'archi la nuit. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'avais 19 ans. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est merveilleux, c'est un concours, oui, mais de développement mobile. Alors comment je vais faire? Ben, je vais tout simplement appeler le numéro. On va me dire, est-ce que vous êtes informaticienne? J'ai dit non. Eh bien, écoutez, ce concours est réservé aux codeurs, aux étudiants ingénieurs des écoles de développement mobile. Enfin, c'était au fait pour faire les premières applications mobiles. C'était pour le Siemens i45 à l'époque, Et je me souviens que mon père avait ce téléphone, il venait de le gagner avec des points avec Maroc Télécom, mais il était heureux de l'avoir depuis quelques semaines. Et j'ai dit, mais je vais quand même le prendre et essayer de développer quelque chose dessus, alors que je ne suis pas codeur, je suis étudiante en architecture.
Le concours allait clôturer au bout de 4 jours, mais il était ouvert depuis 3 mois et demi ou 4 mois, si je me souviens bien. Et je cours dans une des meilleures écoles d'ingénieurs en France. Et l'histoire est un petit peu longue, mais je vais investiguer. En tous les cas, je vais me retrouver nez à nez avec un crack, avec un geek, avec l'un des plus brillants des élèves de cette école. Et même avant de lui parler d'ailleurs, dès qu'on m'a dit que c'était ce garçon, je le retrouve à la récré, avant de lui parler, je réalise qu'il était en train de parler avec un groupe de garçons. Et quand ce groupe de garçons s'est éloigné de lui, je cours vers ce groupe de garçons on va dire qu'ils vont appuyer que comme quoi, voilà, effectivement, c'est un bon élève, c'est major de promo, etc., un geek, nanana. Et je reviens vers lui, je lui dis, monsieur, jeune homme, pourriez-vous, je vous prie, euh, participer avec moi à un concours. Et c'est drôle parce qu'il me sort le même fascicule. Il me dit, j'y pensais, mais je viens de sortir d'un super grand examen. Et je me dis, est-ce que j'ai encore le temps? Mais finalement, c'est incroyable. Je crois que je vais vous dire oui. Mais est-ce que vous avez le Siemens i45i et comment allons-nous faire? Je lui dis, comment allons-nous faire? Il me dit oui, parce qu'il nous reste 3 jours et demi. Et est-ce que vous avez une idée? Moi, j'ai une idée. Et puis finalement, je me rappelle, je vais faire passer mon idée. C'est mon idée qui va, voilà, il va adhérer, on va dire, à l'idée de mon projet d'application mobile. Je vais lui dire, ne vous inquiétez pas, j'aurai le téléphone demain. Entre-temps, je me suis arrangée pour aller retrouver des pilotes de la Royal Air Maroc dans un hôtel à Montparnasse. Bref, je vais récupérer le téléphone. Ce jeune homme va arriver. On va travailler ensemble dans mon école d'architecture, dans l'atelier qui est ouvert. Et on ne va pas dormir. Ça va être l'ancêtre de Hack and Pitch. Voilà, c'est vraiment l'histoire de Hack and Pitch. On va gagner. Il y avait 2 prix. Voilà, on a eu un des 2 prix. Le premier prix, c'était une solution pour des personnes malvoyantes. Donc, au fait, c'est une application avec le téléphone. Donc, elle est vraiment super. Donc, ils peuvent faire de la musique avec les touches. Nous, c'était une application pour gérer les calories. On l'avait appelée Colaris. Voilà. Franchement, c'était une très belle histoire et c'est ça l'ancêtre de Hack and Pitch. Et on a développé ça en 2 jours. Donc, vraiment, une nuit et 2 journées. On s'est retrouvés un matin très tôt et on n'a pas dormi toute la nuit. Et on a terminé le lendemain. Ce qui était drôle, c'est que le concours avait lieu le soir à Paris. Donc, il a démarré à 20h. Donc, il y avait une séance de pitch. Et sur 500, donc, il n'y avait que quelques finalistes qui sont venus pitcher, dont nous. Et voilà. Donc, c'était une très, très belle histoire. Et c'est l'ancêtre de Hack and Pitch. Donc, au fait, ce qui va se passer, maintenant que je vous ai raconté la genèse de Hack and Pitch, c'est que c'était le départ d'une belle histoire d'amour et une fascination pour le codage. Je vais apprendre à coder Bookle Spring. Je vais aussi commencer très tôt à enseigner dans mon école d'architecture tout en étant étudiante. Donc, au fait, je suis devenue l'assistante de mon professeur Feu Potonnet, François Potonnet. Donc, c'était le directeur du labo informatique. Et je vais commencer à enseigner donc, tout ce qui est, pour commencer, donc, au fait, tout ce qui est logiciel 3D, etc. 3D Max Studio, Cinema 4D, Archicad, AutoCAD, voilà, SketchUp, etc. Et puis, à coder les objets qui n'existent pas. C'est-à-dire que quand un objet n'est pas là, vu que je m'y connaissais en codage, et aussi ce grand professeur d'ailleurs, qui est architecte de formation, mais qui était plus porté sur l'IT. Donc, il m'apprenait comment coder des objets quand ils n'existaient pas. Donc, je créais carrément l'objet en 3D grâce au codage. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai appris aussi le Java. Et donc, c'était très passionnant. J'ai aussi enseigné l'architecture pure et dure, on va dire. Donc, il y a le côté enseignement, il y a ce volet où j'ai entrepris. Donc, j'ai créé aussi donc, cette fameuse start-up, Colaris, tout en poursuivant mes études d'architecture. Alors, ma seule tristesse, c'est que, à un moment donné, mes parents ils m'ont dit, écoute, bravo, tu fais tout, tu sais tout faire, mais s'il te plaît, on veut voir Madame l'architecte, on a peur pour toi. Ils n'avaient pas raison de s'inquiéter. Après, je vous l'ai dit, j'ai fini vite mes études et puis c'est là où j'ai fait la bêtise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à Hack and Pitch, je dis aux jeunes, vous n'avez pas besoin d'abandonner un rêve, vous pouvez toujours faire les deux en même temps.
Et en plus, j'arrivais, moi, à tout faire en même temps. Mais à un moment donné, j'ai dû arrêter Colaris pour complètement me consacrer à l'architecture. Et j'ai fini aussi par gagner un autre concours, mais c'est quand j'ai fait mes études à la Sorbonne, dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Donc voilà, donc j'ai dû voilà, donc mais mon parcours professionnel s'est séparé de ce jeune homme avec qui j'avais fait cette belle aventure au Colaris. Lui, il a eu un parcours mais exceptionnel. C'est un geek très très connu que vous devez connaître. Je vais vous dire qui c'est après. C'est merveilleux ce qu'il a fait. C'est une fierté nationale aussi au Maroc et à l'aura internationale. Et pour ma part, j'étais très fière aussi qu'à 23 ans, donc à ce moment-là, ça y est, j'étais architecte, mais comme je vous ai dit, il y a cette bifurcation, le fait que mon diplôme était porté sur l'entrepreneuriat socio-économique, la femme rurale, ben, j'ai tout simplement, je suis partie à la Sorbonne, j'ai poussé les portes et j'ai dit, je veux devenir urbaniste. Et là, je ne l'oublierai jamais, à la Sorbonne, on m'a dit, mais vous êtes architecte, et souvent les architectes, ils se disent urbanistes. J'ai dit, oui, mais pourquoi vous avez une filiale urbanisme? Ils m'ont dit, ah bah bravo. Ben, ils m'ont pris. Ils m'ont dit parce que l'urbanisme et l'architecture, ce sont deux disciplines complémentaires, mais aussi différentes. Et c'est vrai, en faisant vraiment de l'urbanisme pur et dur, je l'ai compris. Parce qu'un urbaniste, il va réfléchir à la ville, il va réfléchir au réseau, à la voirie, à la vache à lait, à comment dynamiser une région, comment lui apporter de l'argent, comment socialement et économiquement dans le durable parvenir à faire un ouvrage, on va dire, autonome, que tout puisse fonctionner en même temps. Donc effectivement, l'urbanisme, c'est complètement autre chose, alors que l'architecture, on va se consacrer bien entendu sur un bâtiment ou peut-être construire un quartier, mais l'urbaniste va essayer de vraiment le, le, euh, le penser dans un élément, dans la ville, dans un territoire, l'implémenter dans un territoire et répondre à un besoin. Donc, on va faire cette étude du besoin et d'implémenter exactement, c'est vraiment chirurgical, voilà ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut. Et j'étais ravie de faire partie d'une équipe de 11 urbanistes avec, nous étions 3 architectes et puis dans cette équipe de 11 urbanistes, c'était un concours au niveau de la Sorbonne et nous avons travaillé sur la ville d'Istanbul. C'était merveilleux comment cet épisode va vraiment marquer ma vie. Alors, cette période, elle est exceptionnelle. Cette confiance qu'a eu un grand-mère en une équipe de 11 jeunes urbanistes et architectes. Donc, nous étions 3 architectes et 9 urbanistes. Et nous, si vous voulez, 3 architectes et urbanistes, puisque nous étions dans cette même discipline. On va dire, on venait tous de cette même école, donc c'est la Sorbonne. Nous étions ravis parce c'était un concours au niveau de la Sorbonne. Et faire confiance à des jeunes, c'est-à-dire que moi j'étais la plus jeune, j'avais 23 ans. Après, mes camarades avaient entre 26 et 28 ans. Et les plus âgés avaient 32 ans. Donc on était vraiment une équipe très très jeune. Et le maire d'Istanbul, Mustafa Demir, a fait confiance à des jeunes. Et ça m'a frappé. Je vous dis pas quel bonheur et quel plaisir. Et nous avons eu carte blanche pour pouvoir redynamiser tout un territoire qui s'appelle Fateh. Une de nos propositions phares que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est que nous avons proposé à Monsieur Demir d'appeler l'arrondissement le plus connu, donc Eminönü, Fateh. Pourquoi? Parce qu'Eminönü, c'était la destination touristique par excellence, alors que Fateh, le quartier qui était en mal-être, était exclu. Et on arrivait jusqu'à le sauter, parce qu'il y en avait un autre, c'était Ayoub. On allait au café Pierre Loti, je ne sais pas si vous connaissez Istanbul. Et on ne passait pas par Fatih parce que il était vraiment stigmatisé, quartier un petit peu spécial. J'en dirai pas plus dans l'audio. Nous, de toute façon, ils nous ont pris un hôtel à Fatih. Ils nous ont donné un véhicule vraiment utilitaire, avec aussi au besoin un chauffeur, pour qu'on puisse vraiment travailler même très très tard. Et vraiment, ils nous ont accueillis en grande pompe.
ce soit les journalistes, mais c'était pas que pour prendre les photos, c'était vraiment pour nous encourager, pour montrer au pays ce qu'ils faisaient, et avec nous. C'était voilà, Sorbonne University, et voilà ce qu'on faisait. Et tout notre travail était relaté à la presse. Il y avait une belle découverte quand nous étions là, c'était la prison d'Annemasse, toujours dans ce magnifique quartier. C'est un quartier marginalisé qui regorge d'une histoire mais incroyable. De toute l'histoire d'Istanbul, la partie la plus riche se trouvait aussi là. Donc on lui a proposé vraiment d'appeler le quartier, on va dire, ou l'arrondissement le plus connu, Fatih, pour pouvoir drainer de l'intérêt, puis drainer les touristes. Et c'est ce qui s'est passé, et aujourd'hui ça marche. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui Emin Onu dans Fatih. Et un travail énorme aussi que nous avons fait sur les réseaux, voirie. Nous avons proposé beaucoup de choses. Et pour ma part, j'ai proposé, tenez-vous bien, des incubateurs, des pépinières d'entreprise. Pour moi, une vache à lait, quelque chose qui va vraiment créer de l'intérêt dans un territoire, on va pas le faire sans nos jeunes. On va pas le faire sans cette création de, je vous le dis, j'ai la chair de poule parce que j'y crois. Et je le vois et j'ai vu cette transformation. J'ai vu ces quartiers. Je suis revenue avec mes étudiants parce que je faisais partie de l'équipe restreinte qui a créé le pôle archi à l'UIR à Rabat. Je ne souhaite pas vraiment parler de cette phase, mais j'étais ravie et fière de faire partie de ce parcours et j'ai emmené mes étudiants. Et c'était merveilleux. Je les ai amenés, j'avais 30 ans et je voyais le travail que j'avais fait à 23 ans. Et je me suis dit, waouh, avec bien sûr cette magnifique équipe, ces camarades. Et j'ai dit, waouh, parce que nous avons transformé ces quartiers. Donc vraiment, nous avons travaillé aussi à l'époque avec Luis Mezzano, un grand architecte italien, avec l'UNESCO. Il y a eu beaucoup d'acteurs. Donc voilà, au fait, comme je l'ai dit, je suis sociable. Au début, on n'avait pas travaillé avec l'UNESCO, forcément. Je suis partie, tout simplement, je parle, je sais tisser des liens, je ne le fais pas exprès. Et je rencontre Luis Mezzano, et après, on fait une bonne partie du travail ensemble. Et c'est ça ce qui est beau, donc on essaie de fédérer. Et à Hack and Pitch, ça marche aussi comme ça, pour nos gagnants. On essaie de travailler avec des structures d'accompagnement. Par exemple, la Startup Factory qui va aller aux autres étapes vers la success story de ces jeunes qu'on va faire émerger. En tous les cas, je travaillais aussi, dès que je suis revenue à Paris, sur des quartiers sensibles. À l'époque, c'était le 10e arrondissement, 9e, enfin, Gare de l'Est, Gare du Nord. J'ai proposé de récupérer un ancien réfectoire, enfin, une ancienne cantine des cheminots qui était abandonnée pour en créer, tout simplement faire une espèce de galerie vivante où des jeunes viendraient faire un travail manuel, apprendre les métiers de l'art ou de la menuiserie ou la chaudronnerie ou de la pâtisserie. Et que les voyageurs entre les deux gares, ceux qui ont un train la nuit ou tout à l'heure ou dans une heure ou un retard de train ou un décalage, une suppression de moyens de transport en attendant le prochain train, pouvaient venir voir ces jeunes à l'œuvre. Et là encore, pourquoi pas acheter dans un autre espace, une autre petite galerie ou une petite pièce attenante, les créations et le fruit de ces jeunes. Donc, en tous les cas, la dynamique était lancée, la transformation était là. J'étais déjà dans l'entrepreneuriat, l'incubation, la création d'emplois, d'opportunités. Et je voyais toujours un territoire, je ne le voyais pas seul. Je le voyais déjà même, pour moi, vous pouviez me donner un désert, je peux vous planter tout de suite une oasis. Voilà, c'était ça. C'était ça. Et ce mariage entre l'architecture, mon expérience modeste dans le projet de Colaris à l'époque, donc cette première start-up, cette expérience par contre riche et longue à Istanbul quand même, c'était un travail sur une année. Tout le travail que j'ai fait après dans des territoires aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais il y en a eu plein. Il y a eu par exemple la ZAC Cristino Garcia, c'est autour de Stade de France, un quartier assez spécial à l'époque aussi, en tous les cas. Et donc tout ça a fait que je ne pouvais voir ou croire qu'en la jeunesse, en le potentiel d'un jeune qui peut créer pour changer aussi son territoire. Je reviens en pays en 2013 parce qu'on m'a appelé pour venir créer le pôle archi à l'UIR.
Au début, c'était un partenariat qui devait se faire avec justement 2 écoles françaises. Et j'étais ravie de faire partie de cette magnifique aventure. Je suis restée près de 3 ans où j'ai partagé beaucoup de belles choses avec mes étudiants. J'ai travaillé sur l'accréditation. C'était pas facile parce que nous étions que 3 personnes et j'enseignais énormément de matières. J'ai créé vraiment les fondations de l'UIR. Et je suis ravie de voir aujourd'hui mes premiers élèves qui ont leur diplôme, en train de faire leurs premiers pas. En étant à l'UIR, chaque week-end, je venais suivre le succès de ce jeune homme. J'ai parlé d'une bifurcation, c'est-à-dire dans le genre où, enfin, les chemins se sont séparés, on va dire, et ils se sont retrouvés. Comment? Donc, ils se sont séparés professionnellement parce que ce jeune homme, il a gagné énormément de concours à travers le monde et il a fait plein de startups avec quelques échecs et aussi de très très belles et beaucoup de belles réussites, des exits, etc. Il est parti, il a essayé de s'installer au Maroc, mais il était trop tôt. Donc il est parti plutôt encore à l'étranger, donc pays de l'oncle Sam, donc aux États-Unis, à Dubaï, etc. Et aussi, il a eu ses premiers clients très jeunes, à 22, 23 ans. C'était surtout des étrangers. Et un jour, il m'appelle. Marwa, qu'est-ce que tu fais? Toujours à lui, hein. J'ai dit oui. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Viens, on va recréer ce qu'on a fait, moi et toi. C'est ça, Hack and Pitch, au fait. Il m'a dit, on va faire les premiers hackathons avec un de mes outils redoutables, quelque chose d'incroyable qui était classé deuxième à la Silicon Valley, qui s'appelle Screendy. Screen Do It Yourself. Et ben, ce jeune homme, c'est Mehdi Alaoui. Et ben, ce jeune homme, ce jeune geek que j'avais interpellé, que j'étais partie voir et retrouver dans cette école, avec qui on avait fait ce fameux concours à l'époque, donc Colaris, c'était bel et bien Mehdi Alaoui. Donc ce geek, c'était bien ce jeune homme. Alors là, il m'appelle et me dit, mais c'était merveilleux ce qu'on avait fait. J'ai dit, mais bien sûr. Il m'a dit, tu te rends compte ce qu'on a fait en 48 heures? J'ai dit, oui, mais c'est difficile. C'était très difficile, mais effectivement, nous y sommes arrivés. Il m'a dit, ben, écoute, aujourd'hui, j'ai fait une application innovante qui s'appelle Screendy, Screen, écran, Do It Yourself, avec des majuscules, et le You, donc Y. Il m'a dit, bah, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est vrai que je t'ai vu à travers Facebook, etc. Tu branles le drapeau marocain, tu passes partout. On t'a vu au Red Herring à Asia, à Hong Kong. C'est vrai que je l'ai suivi, bien entendu, bah, comme tout le monde, comme tout Marocain qui réussit. Et puis en plus, avec le magnifique et notre magnifique drapeau marocain qui déploie à chaque fois. Il me dit, ben écoute, tout simplement, j'ai innové le monde du codage. Plus personne ne va coder. Et en même temps, ça va créer du native code. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, oui, j'ai fait une espèce j'ai fait un espèce de produit qui arrive à une plateforme qui va innover donc le monde du mobile. Et puis, de toute façon, c'est le seul qui prônait, qui disait, on va tout faire avec le téléphone, sauf appeler. Il le disait depuis 2003. Et bon, c'était un bébé à l'époque, donc personne ne faisait attention vraiment à ce jeune homme qui n'avait même pas 20 ans, je crois. Et donc, en fait, effectivement, bah, il va vraiment créer cette solution qui, en implémentant des simples images dans du drag and drop, du copier-coller, et ben cette simple image va automatiquement créer du native code. Et ce qui est génial, c'est que on n'a pas besoin de refaire ce copier-coller sur chaque programme, iOS ou Android. Non, c'est compatible. Il suffit de le faire sur l'un, automatiquement, tac, c'est sur l'autre. C'est incroyable. C'est comme les audiophones. Là, on parle en français, c'est bon, ça peut traduire en japonais, en mandarin, je sais pas. Mais c'est incroyable, on parle de codage là. Et ça, je vous parle de 2014, 2014-2015. Alors, effectivement, avec Microsoft a décidé de faire un petit peu comme un pile et face. C'était comme une monnaie avec une double face, avec Screendy. Ils l'ont homologué ou accompagné. En tous les cas, voilà, ils ont dit, bah, écoutez, on va travailler avec vous. Cette idée de hackathon. Et Mehdi m'a dit, bah, écoute, viens nous rejoindre les week-ends pour les premiers hackathons qu'on va lancer au Maroc, parce que je crois qu'il en avait fait un en Jordanie et à Harvard, je me souviens bien, et au Mali, au Sénégal, et il voulait commencer à les lancer au Maroc. Donc je viens au premier screen du hackathon au Maroc, je suis subjuguée, je suis émerveillée, je suis émue, et je retrouve cette beauté, cette magnifique chose que nous avons vécue ensemble, cette compétition que nous avons pu
voir et aller jusqu'au bout. Grâce à ça, au fait, maintenant, grâce à Scrindy, on va dire, bah, tout le monde pourrait la revivre encore plus facilement. C'est ça. Donc, on avait vraiment l'outil unique pour les hackathons, pour pouvoir donner vie à des MVP, à des prototypes minimal viable product, pour pouvoir donc que chaque personne, en fait, n'importe quelle personne qui vient, qui a une idée en tête, peut sortir avec un prototype. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Et sans être un codeur, c'est encore plus fort. Bien que lui, il a fait cette solution, bien sûr, à la base pour la communauté de codeurs. Par exemple, un codeur, au lieu de prendre un projet tous les 3 mois, tous les 6 mois, grâce à Screeny, il pouvait en prendre une dizaine par mois ou peut-être même par semaine. Ça dépend de la facilité ou de la complexité ou du nombre de pages de l'application. Mais disons que vraiment, avec Screeny, en 5 minutes, vous pouvez faire l'interface, vous pouvez le voir sur le tutoriel d'ailleurs, vous pouvez faire l'interface par exemple de Snapchat ou de Facebook, etc. C'est vraiment très intuitive. C'est pour les bébés, non, au contraire. C'est tellement facile que même un enfant, comme le dit lui-même le créateur de Scrindy, il faudrait qu'un enfant de 8-10 ans puisse pouvoir le trouver facile à utiliser. Ça veut dire que c'est vraiment ludique, même pour un enfant de 10 ans. Ça veut dire que c'est intuitif et que c'est justement très pro, très poussé. Voilà. Donc, j'ai assisté, comme je vous l'ai dit. Donc, c'était pas facile pour moi. J'habite Casar, je fais la navette, j'enseigne à Rabat. Souvent, l'UR m'appelle même les samedis, dimanches, des fois. Donc, il fallait vraiment jongler pour trouver, pour ne pas dire souvent la vérité, mais j'essayais de jongler quand même pour essayer de faire quelques compétitions de scrindy. Et je mentorais, je travaillais avec les jeunes. Et un jour, CH, avec Mehdi, Alaoui et Microsoft se sont concertés, se sont dit, bah, écoutez, on a trouvé la vice-présidente de Scrindy, mais à l'époque, il avait changé de nom, c'était devenu déjà Hack and Pitch Hackathon. Et la plateforme, c'est Scrindy. Donc, ce n'était plus Scrindy Hackathon, mais c'est Hack and Pitch Hackathon qui utilise la plateforme Scrindy. Et je suis devenue donc VP de Hack and Pitch. C'était un honneur. Et là, ça y est, j'ai dû me consacrer corps et âme à Hack and Pitch. Souvent, on me dit, mais vous êtes architecte ou vous êtes hack and pitch? Au fait, je suis les deux, absolument les deux. Et je ne peux pas être l'un sans être l'autre. Parce que c'est ça qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au niveau de timing et de planning, si vous voulez, je suis architecte à 100%. Ça, on ne peut pas le nier. Et la vérité, les rares, ce moment magnifique de créer quand j'ai des projets, parce qu'en fait, un architecte, il n'a pas des projets tous les jours. En principe, c'est pas possible. Donc, j'ai quelques projets par an, et quand je les fais, je suis ravie, je vais jusqu'au bout. Je suis quelqu'un qui va toujours jusqu'au bout, je pense que vous l'avez compris. Voilà, et j'adore ce que je fais toujours, je suis passionnée. Mais je suis à Hack and Pitch à 500%. Donc mon temps, la vérité, qu'on le veuille ou non, est dédié à 90% ou à 1000% à Hack and Pitch. Mais en même temps, il y a aussi ce côté entier, je sais pas, le calcul, il faut le faire. Mais voilà, 400% Hack and Pitch et 100% archi. Voilà. Ou 1000% Hack and Pitch et 100% archi. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tous les cas, je suis contente quand j'entends des personnes dire que waouh, c'est la première architecte qui fait des hackathons, qui a fait, je sais pas, il y en a quelqu'un qui s'est amusé à compter le nombre de kilométrages. Un monsieur que je connaissais pas. Il m'a rencontré, il a dit mais c'est la femme qui a fait le plus de kilométrages au Maroc pour aller rencontrer nos jeunes. Et je suis ravie. C'est vrai que tantôt je suis à Al-Husseima, Boukidar, Gulmim, Sidi Ifni, Lioun, Dakhla, Marrakech. Donc on sillonne notre royaume pour faire nos hackathons. Donc effectivement, Hack and Pitch a pris une nouvelle tournure aussi quand je suis rentrée à Hack and Pitch. Donc c'est devenu un hackathon régional, un par an. Donc 12 hackathons régionaux, mais la vérité, on ne s'y tient pas, on dépasse. On est autour de 17, des fois 24 hackathons annuels parce que voilà, il y a vraiment des régions, des grandes écoles qui nous disent, nous aussi on veut notre hackathon s'il vous plaît, etc. Bien que le hackathon régional, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'aller dans une école, oui, parce qu'on va s'appuyer sur la structure, on va dire amphithéâtre, etc., Internet, Wi-Fi, mais on va imposer à cette structure de nous accueillir comme structure, mais pour accueillir toute la région, tous les participants, tout azimut, voilà. Donc, je suis ravie d'être la présidente de Hack and Pitch aussi aujourd'hui.
Mais en tous les cas, ça ne change rien parce que voilà, donc le degré d'implication de toutes les façons reste le même. Nos hackathons, ils sont uniques, innovants et c'est les premiers, donc nous sommes vraiment pionniers. Nous sommes les seuls à avoir ce caractère tech, digital, innovation et on prône ça. Mais alors là, on le prône depuis 2014. Donc, depuis que c'était Screen Hackathon, alors que personne ne voyait l'intérêt. J'ai pas envie de nommer des personnes, mais peut-être que vous les connaissez certainement. On allait les voir, on leur disait, mais vous faites des concours, mais essayez de le faire avec nous. Nous, écoutez, c'est gratuit, c'est une association, venez, on va les faire, c'est tech digital. Ah non, non, non. Nous, on fait des choses. Ah non, 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 non. Voilà, les gens, ils refusaient. Les autres associations refusaient. Ils disaient, pour eux, on était des ovnis. Et ils ne comprenaient pas que nous étions là pour dynamiser tous les secteurs, tous les domaines, tout secteur confondu, tout domaine confondu, à travers le digital. Non. Ils disaient non, nous on n'est que sur l'artisanat, on est que sur des idées originales, des choses à fabriquer, ou des choses qui roulaient, ou un bruit, ou un son. Mais... Alors que, voilà. En tous les cas, Hack and Pitch a pu toucher un grand nombre de jeunes. Nous avons pu insuffler plus de 50 000 jeunes. Je peux vous envoyer une présentation aussi. Alhamdoulilah, avec des success stories. Donc en fait, tout le monde est le bienvenu. Alors nous avons, il y a trois composantes, ou plutôt quatre. La première composante, c'est l'atelier d'inspiration. On va aller avec une caravane, on l'appelle Kikanabas. Alors un petit bus qui va sillonner le royaume, qui va s'arrêter, qui va venir dans une région sur trois endroits. Par exemple, on va dire, si je suis à Zilal, ben je vais aller à Zilal, je vais aller à Khnefra, je vais peut-être aller peut-être monter un petit peu vers Azrou. Et puis je vais faire le hackathon à Al-Akhawain ou bien à la salle communale d'une plus grande ville, ou voilà, donc en tous les cas, Ifran ou à Imouzar ou à Khnefra même, pour dire, voilà, hop, venez, on va faire le hackathon. Par exemple, quand on l'avait fait à l'OFPT aussi, bah, c'était à Goulmim. Donc enfin, on fait plusieurs petites villes, mais on fait le hackathon. Donc régional, on choisit une ville pour le faire. Et on va accueillir tout le monde. Alors ce qui est génial à Hack and Pitch, une fois que vous avez fait un hackathon avec nous, bah, souvent il y a des personnes qui viennent 8 fois, 6 fois. Et c'est que c'est vraiment... Ils sont là, ils réussissent et ils reviennent. Ou ils n'ont pas réussi, mais ils viennent justement pour réussir. Et parce qu'ils y croient, ils voient les success stories. Parce que derrière, attention, on va vraiment aller avec eux. Mais comment? Donc nous, on est la première chaîne de valeur. Donc le maillon, le premier maillon de la chaîne de valeur, la première chaîne de valeur, la boucle est faite avec des partenaires tels que la Startup Factory, qui vont aller justement nous aider à aller vers la success story de nos jeunes. Alors quand je dis jeune, attention, je parle de la jeune start-up et puis la jeunesse en général, je ne parle pas vraiment d'âge, même si bien sûr le taux de participation c'est des jeunes autour de 28 ans, 26 ans, 30 ans. Mais plusieurs fois, nous avons eu des participants de 64 ans, 67 ans, des jeunes retraités. Une fois même, on a eu un ancien cheminot, enfin un jeune retraité français de 56, 58 ans. Donc c'est un cheminot, donc ils prennent leur retraite, je pense, un peu tôt. Et il m'a dit, ben, ça m'a coûté qu'un billet d'avion. Et j'ai créé une application que j'avais en tête. Et il a fait équipe avec deux jeunes développeurs marocains, donc deux salariés il y en a un qui voulait plus être salarié, l'autre qui est juste venu par curiosité. Ils ont fait équipe tous les deux et ils ont gagné. Et ce qui est incroyable, c'est que sa solution, bah après il a repris l'avion à Dunkerque, donc il habitait en nord de France, dans le nord de la France, et il m'a dit, mais écoutez, c'est génial. On lui a dit juste de venir faire un témoignage. J'ai dit, mais écoutez, j'ai pas le temps. Il faisait à peu près un chiffre d'affaires de 28 000 euros par mois ou quelque chose comme ça. Il était ravi sur une simple idée, ça s'appelait NegoShop ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, c'était en 2017. Et il arrivait donc à revendre des recharges Internet, en tous les cas. Il a créé donc l'application le temps d'un week-end, le prototype, l'application était fonctionnelle. Il a donné, il a payé, si vous voulez, ses amis, cette équipe, parce que c'était impossible juridiquement, et puis l'autre voulait rester salarié, et l'autre, il voulait aller vers une autre start-up. Ils se sont mis d'accord, il leur a donné de l'argent, et il est parti. Il m'a dit, ça m'a coûté juste un hackathon, un billet d'avion. Parce qu'en plus de notre hackathon, bien sûr, ils sont pris en charge, on va se débrouiller pour qu'ils aient les repas, les sacs de couchage, voilà. Ce qui est beau aussi, c'est quand une participante, bah, il n'y a même pas 17 jours, je pense, ou 18 jours, j'étais à Fès pour le hackathon Serious Game. On a fait le premier hackathon des jeux sérieux au Maroc et même en Afrique.
Et puis il y avait une élève qui m'a, enfin une élève, pardon, une participante. J'ai dit élève parce qu'en fait elle était comme par hasard aussi étudiante à l'université Sidi Mohamed Ben Abdillah. Et par contre il y avait des médecins qui ont participé à ce hackathon. D'ailleurs ils ont gagné le second prix. Il y a eu des professeurs. Voilà, il y a eu des participants qui sont venus depuis Dakhla, depuis Oujda. Donc voilà, donc notre hackathon, même s'il est régional, il attire du monde de partout. Une fois on était à Tanger, il y avait des participants depuis Dakhla. Et une fois nous étions à Agadir, il y avait des participants depuis Oujda. Donc voilà, comme je vous ai dit, les gens sont fidèles et alhamdoulilah, on est fidèles à notre réputation. Nous sommes fidèles à notre réputation. On va vraiment jusqu'au bout avec nos jeunes participants. Et donc elle m'a passé son père au téléphone. Et le papa qui me dit, ma fille va vraiment rester avec vous la nuit, madame, qui travaille la journée. Je dis non, monsieur. Et c'était merveilleux. Donc en fait, c'est beau. C'est-à-dire que des fois, on va dépasser ce stade où machine, tac, tac, du hackathon et on va aller parler aux parents, rassurer, oui, oui, comme à Layoun. Un papa qui, je l'ai invité à venir nous voir. Il est venu, il a vu que sa fille travaillait. C'était à l'EST de Layoun, qu'on était vraiment en train de travailler ensemble et tout. Il était tellement content, ce papa. Il a vite préparé un petit feu. Il a ramené des sardines. J'oublierai jamais, c'était la nuit. Il a commencé à faire des sardines grillées à l'EST. Là, il a préparé un petit feu. Et il a fait un thé. Donc, il m'a dit, venez, on va un tilleux. J'ai appris ce mot là-bas, d'ailleurs. Et c'était merveilleux. Ben, la vérité, j'ai pas eu le temps de manger les sardines. Tellement j'étais dans le coaching. Je dors pas. Souvent, je fais hashtag nous ne dormons pas pour rien. Oui, nos success stories, on les voit. On les voit, donc merci vivement aussi et vraiment chaleureusement à la Startup Factory qui va les prendre, qui va les aider pour la suite, pour le déploiement, pour le financement, qui va même leur ouvrir la porte du financement par le Bash Accelerator, donc le fonds Innov Invest. Donc au fait, elle est homologuée par la CCG. Donc 200 000 dirhams, possibilité d'avoir 500 000 dirhams de prêt d'honneur. Ils ont aussi le réseau Angels for Africa, donc pour des startups en early stage ou assez poussées qui vont venir aussi à Hack and Pitch, très sincèrement, on va rapidement les drainer vers la Startup Factory. Mais souvent même des startups qui vont intégrer la Startup Factory, il leur arrive de nous dire, oh là là, on veut rentrer dans un hackathon, Hack and Pitch juste pour avoir cette philosophie, parce que nos skills sont très poussés. Alors, les skills ont été faits par le fondateur de Screendy Hackathon, de Hack and Pitch Hackathon. Ben, Mehdi Alaoui a cofondé avec moi Hack and Pitch. Donc, c'est normal que c'est vraiment très pro, très verrouillé, très à cheval, très renouvelé. Régulièrement, on renouvelle nos processus. Euh, nous convenons tous les domaines, mais vraiment incroyable. Nous avons fait aussi le magnifique hackathon de la COP22. Nous avons fait le merveilleux hackathon de Dakhla, le FIMA, Festival international de la mode et de la beauté, avec des applications vraiment Alfadi, donc le créateur de cette manifestation, un grand artiste du Nigeria, new-yorkais, qui a fait cette magnifique manifestation à Dakhla. Il nous a dit, mais comment vous allez faire? On m'a dit que vous étiez des géants, mais montrez-moi comment vous allez disrupter le métier de la mode. Avec le digital, les applications, comment vous allez faire? Eh ben, les 3 applications qui ont gagné, entre autres, si je me souviens bien, parce que c'était en 2018 et on fait tellement de hackathons, il y en avait une, s'appelait MyFima, qui mettait en œuvre toutes les collections de notre terre africaine pour qu'il y ait une visibilité à travers le monde. D'autres applications intéressantes, c'était, vous vous rendez compte, vous vous réveillez le matin, parce qu'avec Scrindy, on a cette possibilité, encore une fois, de créer donc, des applications en un temps record. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire, donc durant le temps du hackathon, mais pas que, parce nous avons 8 skills à développer durant notre hackathon. Il y en a juste, il y a 2 phases sur les 9 phases, dans 9 phases, 8 skills, donc il y a 9 phases, et 2 phases seulement pour le développement, le front et le back-end. Le reste, c'est d'autres skills quand même, voilà, qui sont très importants pour l'entrepreneur. Donc, au fait, pour le FIMA, donc cette application, par exemple, je vais vous donner juste un autre exemple. Vous prenez le téléphone, vous lui dites miroir, miroir, à quoi je ressemble ce matin? Ah, Marois, ce matin, tu es fatigué, ton teint est un petit peu, oh là là, tu payes pas de mine, mais un petit peu de vert, de violet, de rouge, je sais pas, en tous les cas, voilà. Et puis l'application me montre aussi les points où je dois mettre telle ou telle couleur. Où il me dit, ah non, cet orange ne vous va pas. Mettez aujourd'hui une couleur plus claire, ou du noir, ou du blanc, voilà.
en tous les cas, on arrive à faire ça parce que vraiment, encore une fois, nous avons cet outil, c'est Scrindy et ces skills et cette réflexion, cette méthodologie. Cela fait maintenant 6 ans que nous opérons sur notre territoire. Nous sommes fiers parce que nous avons aussi ouvert Burkina Faso, au Mali, là à Dakar bientôt. Bientôt aussi, ça a été un petit peu retardé avec la Covid au Luxembourg. Nous avons été fiers d'être approchés, nous et la Startup Factory, par le gouvernement du Luxembourg. Et il nous a dit, texto, c'était en fin 2019, vous allez nous faire le premier hackathon made IT, donc IT Luxembourg. Donc le premier hackathon technologique du gouvernement luxembourgeois, c'est des Marocains qui l'ont fait. C'est Hack and Pitch. C'est la Startup Factory. On l'a fait à la Startup Factory et c'était Hack and Pitch. Les Smart City, nous en avons fait 2. Le dernier qu'on devait faire, donc on avait gagné l'appel d'offres. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire parce qu'il y a eu la Covid-19. Franchement, 300 participants pour le Hackathon Smart City 2019. Mais c'est énorme. Avec des success stories, vous les connaissez, il y a Nalida Power, donc elle était coup de cœur. Et regardez, même nos coups de cœur, on est derrière eux. On ne prend pas que le premier, le second, le troisième. On est avec tous ceux qui veulent aller loin. Donc elle a déployé les fameux arbres, vous savez, les arbres solaires qu'elle a mis un petit peu partout. D'ailleurs, la suite aussi s'est faite avec la Startup Factory dans l'émission télévisée qu'elle coproduit sur 2M qui s'appelle Qui veut investir. C'est très très longue. Je pense que ça fait bientôt 30 minutes que je vous laisse des audios. J'ai commencé à 21h34, il est 31. Je dois revoir un petit peu les autres questions, mais c'est merveilleux ce que nous vivons à Hack and Pitch. C'est vrai que c'est par contre au dépend de mon temps, beaucoup personnel. Je ne vous cache pas que mes nuits sont très très courtes, que dès que j'ai une idée, bah, ça je l'ai appris de mes études d'archi, de mon métier d'architecte aussi. Bah, j'ai pas vraiment exercé mon métier d'architecte puis mon métier de Hack and Pitch. Non, tout s'est fait en même temps. Je suis devenue Hack and Pitch à 19 ans, le jour où j'ai décidé de devenir aussi un peu geek, un peu entrepreneur avec Colaris, un peu touchée à cette genèse en faisant le codage et en allant au-delà, en créant ses premiers incubateurs, que ce soit à Istanbul, dans les quartiers sensibles aussi à Paris, que j'ai cette réflexion de vouloir déjà tourner mon diplôme vers l'entrepreneuriat de la femme rurale marocaine, alors que je n'avais que 21 ans. Un diplôme donc, que j'ai soutenu à 22 ans. Donc, j'aime mon pays, mais à la folie. J'ai juste envie de le voir grand. J'ai pas envie de voler la phrase de Mehdi Alaoui qui dit il faut que le Maroc devienne une start-up nation. C'est la Silicon Valley de notre terre africaine. Et je suis amoureuse de ces mots. Et je suis très patriote. Et voilà, j'ai eu un grand-père qui ne chantait que Nashid Watani, qui me parlait de feu Mohammed V, qui m'a appris l'amour de ma patrie, de mon pays, de notre histoire. Et c'est tout ce que j'ai envie de voir. Je suis heureuse quand je vois nos jeunes y arriver. Quand ils passent par Hack and Pitch, qu'ils poursuivent leur chemin grâce à la Startup Factory et grâce à leur ténacité, ces jeunes, et à leur confiance. Et on reste en relation tout le temps. Donc je vous ai parlé, oui, il y a l'atelier d'inspiration, suivi du hackathon. Et nous avons un Hackspace. Le Hackspace, nous sommes à leur service H24. Nous sommes là derrière eux. Je suis la maman de toutes ces startups, ceux qui ont mon âge, ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont plus jeunes. Ils sont de plus en plus jeunes maintenant, puisque moi je prends de l'âge, c'est normal. Et c'est merveilleux, parce que je vois la genèse d'une chrysalide qui va déployer ses ailes, devient un papillon, et qui va créer de l'emploi. Mais c'est merveilleux, c'est beau, c'est mon pays. Et à l'instar du fait que je voulais garder une trace en étant architecte, très sincèrement, je suis fière à mon échelle modeste, qu'elle puisse être modeste, ou je ne sais pas comment je peux interférer sur ce changement. La vérité, je pense que nous avons contribué à beaucoup de choses. Nous avons remué, nous avons créé un terreau fertile. Pour tous ces incubateurs qui maintenant voient le jour, nous avons créé ce terreau fertile. Nous sommes là où personne ne veut être. Cette première chaîne de valeur, là où toutes les idées viennent. Celles qui sont mûres, celles qui ne le sont pas. Ben, nous disons bienvenue à tout le monde. Toutes les idées sont bonnes.
tout domaine confondu. Nous sommes là pour les disrupter, pour travailler sur le mindset de ces jeunes. Que ce soit quelqu'un qui va devenir salarié plus tard ou quelqu'un qui va créer son entreprise. On leur dit que même un salarié, personne ne veut d'un salarié qui n'est pas entrepreneur dans sa tête. C'est-à-dire que nous travaillons vraiment sur ce changement de mindset. C'est très important. C'est vraiment une formation. C'est un travail profond. Les personnes qui rentrent chez nous ne sont plus les mêmes en sortant. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me nourrit tous les jours et qui me rend fière. Et je n'arrêterai jamais, Inch'Allah. Tant que je respirerai, je n'arrêterai jamais. Je demande les plus grandes excuses à mes enfants. Je ne suis pas une maman très proche. À chaque fois qu'ils le peuvent, quand ils ont des vacances, ils m'accompagnent sur le terrain. Ma fille, quand elle avait 2 ans, elle dormait sur une chaise. Quand elle avait 4 ans, elle dormait sur une banquette, dans une voiture, sur des t-shirts que nous imprimions. Des fois, avec les moyens du bord, je prenais du fromage rouge, du thon. Le lendemain, j'achetais le pain. Je mobilisais une équipe pour faire les sandwichs pour les participants. Ça dépend où on fait le hackathon. Mes enfants dorment sur des t-shirts, comme vous l'avez dit, ou sur les stickers, ou sur les chèques qu'offre la Startup Factory d'incubation. Oui, elle leur offre des chèques d'incubation d'une valeur de 30 000 dirhams chacun. Si ce n'est pas aussi de l'argent, des fois, ça dépend en tous les cas des prix. Mais... Donc, je suis très contente de ce que je fais. Et mes enfants, je les vois aussi des fois coachés. Ils sont encore jeunes. Ma fille, quand même, vient d'avoir 11 ans. Mon fils vient d'avoir 14 ans. Et il leur arrive donc de coacher, mais bon, ils ont l'école quand même souvent, donc souvent je suis seule, loin d'eux. Mais je me dis c'est pas grave parce que ils le comprennent, j'espère aussi. Ils me disent maman c'est pas grave, tu vas aussi aider travailler avec d'autres jeunes enfants. J'ai eu de la chance de les faire en cours de route par contre. J'ai eu de la chance de me marier à 20 ans parce que je sais pas si j'aurais eu le temps de le faire aujourd'hui. J'ai aussi de la chance d'avoir un mari très compréhensif et qui a envie, qui se dit nous avons cette charge d'aider notre pays, de donner sans attendre de retour. Alhamdulillah, on a eu cette même éducation. Alhamdulillah, il y a beaucoup de wlidatna, oulad bladna qui prient bladhom. On te Allah, comme je vous l'ai dit, jusqu'au dernier souffle, يعني أكثر من جهتنا jusqu'à épuisement. Il n'y aura pas d'épuisement, Inch'Allah. Alors, Hack and Pitch, donc c'est l'atelier d'inspiration, le hackathon, le Hackspace. Il y a un bootcamp des gagnants qui est fait à la Startup Factory. À l'instar de ce bootcamp, ils vont avoir des propositions pour la suite vers leur success story. Quel est mon avenir et quel est notre projet? Quel est l'avenir pour Hack and Pitch? Alors, la dynamique, elle est lancée. Elle est lancée depuis fin 2014-2015. Elle ne s'arrêtera pas, Inch'Allah. Elle sera toujours plus grande. Nous nous sommes déployés sur plusieurs pays voisins africains. Nous avons pu séduire plusieurs pays européens. Il y a beaucoup de projets, notamment avec le Luxembourg, Inch'Allah. Nous avons été appelés par le gouvernement canadien pour faire un magnifique projet pour les immigrants. Nous sommes reconnus comme étant une structure mais incroyable, alhamdoulilah, dans le tech digital entrepreneurial. Et nous prenons ça et nous le faisons depuis tellement longtemps. Nous avons été aussi les premiers à faire les premiers hackathons figital et aussi à distance. C'est incroyable, ça, on l'a appelé le Maroc Covid-19. Je suis étonnée moi-même de ce que nous avons pu faire. C'était le 26, 27, 28 mars 2020. Dès que nous avons su que nous allions être confinés, je me rappelle c'était le jour de mon anniversaire, c'était le 14 mars, nous avons imaginé et pu faire et piloter un hackathon mondial. Nous avons pu avoir des participants, bien sûr, depuis notre pays, mais aussi des participants depuis le Burkina Faso, depuis Dakar, depuis Hawaï, depuis la Belgique, depuis avant même les MIT. Nous l'avons fait avant les MIT. On pensait que c'était le premier hackathon dans le monde, mais finalement c'est le deuxième parce que Wuhan en avait fait un, il paraît, quelques semaines avant, mais vraiment c'était 2 semaines avant. Mais nous on l'avait fait, on l'avait appelé Marocovid-19, même la télé marocaine était venue le filmer. Mais c'était incroyable, c'est comme si tout le monde était dans la même pièce. Nous avons pu le faire grâce à la technologie et la méthodologie de Hack and Pitch, mais aussi grâce à une très grande plateforme. Je ne peux pas, je pense, en parler. Je ne peux pas donner le nom. La Startup Factory va bientôt la lancer. C'est une des dernières créations de médias alaoui. C'est un Eureka, il paraît. Il paraît parce que voilà, donc ça a été testé par des grands. Donc là, ils vont bientôt communiquer, je pense, dessus, par donc des grands geeks.
Et nous, on avait eu la version à peine, je crois, bêta à mi-cheval entre bêta et alpha, et on a travaillé avec le hackathon, mais c'était un succès mais incroyable. Nous avons été félicités par la Banque mondiale pour ce hackathon. Nous et la Startup Factory, parce que bien sûr, ils ont eu connaissance que nous avons quand même utilisé aussi cette plateforme de plus que nos outils. Nous avons, comment dirais-je, donc au fait, non, Hack and Pitch, ce n'est que le début, Inch'Allah, c'est un grand déploiement vers une startup nation, on veut fédérer, donc on part depuis notre royaume chérifien, notre Maroc, pour pouvoir être déployé partout, Inch'Allah, dans le monde. Et voilà, beaucoup de sollicitations depuis l'étranger, donc beaucoup de beaux projets. Donc les projets concrètement, une implémentation à l'international. Donc on va continuer les ouvertures, on va continuer le déploiement. Donc une présence vraiment comme un ready-made dans chaque pays. Donc d'ailleurs, par exemple, le Mali et le Burkina Faso, bah, ils font leur hackathon maintenant chaque année. Ils en font, ça y est, donc les filiales, elles marchent toutes seules, on va dire. C'est tout ce que je souhaite pour les autres pays où je suis quand même encore dans le besoin d'envoyer des équipes ou aller moi-même, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'être autonome comme dans les autres. Et puis aussi, donc, des incubateurs physiques. Mais toujours, très sincèrement, on va rester sur la partie insufflation, early stage, c'est très important. Et moi, je n'y crois pas à essayer de faire toute la chaîne de valeur. Il ne faut pas se perdre. Chacun son métier, on est très fort dans cette éclosion, donc cette première explosion où on va acculturer une personne qui est encore perdue ou qui ne sait pas ce qu'elle veut faire ou ce que l'idée elle est bien ou pas. Donc vraiment, il faut qu'on reste dans cette partie idéation, mais encore plus fortement. Plus fortement, donc le Hackspace qui est aujourd'hui virtuel parce qu'il a vu le jour 6 mois, donc quasiment à la veille de la Covid-19. Nous en avions créé un à l'Oriental. On devait en ouvrir un à Knetra. Donc là, il est virtuel. Donc là, Inch'Allah, on est en train de les ouvrir physiquement. Tisser encore plus de liens avec des structures comme la Startup Factory au Maroc et puis d'autres au Maroc et aussi en Afrique parce que la Startup Factory elle est présente sur notre continent et aussi donc puisqu'on est en train de travailler avec le Luxembourg mais pas que donc au fait à la Silicon Valley à travers aussi l'appui et l'aide entre autres de la Startup Factory et de d'autres acteurs. L'objectif c'est vraiment non ça ne va pas du tout être démodé ce que nous faisons et c'est d'appuyer encore plus et de continuer encore plus et nous avons montré cette force du digital alors que le monde était handicapé malheureusement à cause de la Covid-19. Je pense qu'il faut dire le Covid encore, c'était le Covid puis la Covid et maintenant le Covid c'est toujours la Covid au Canada. Donc en tous les cas à cause de cette Covid nous avons pu montrer que nous étions dans l'air du temps bien avant et que du coup nous ne nous sommes pas trompés et qu'il faut continuer. Nous avons même fait le premier hackathon digital de l'ordre des architectes et des architectes dans le monde. Nous avons pu faire aussi le premier hackathon de la FinTech pour le groupe Attijari Wafa Bank qui avait ciblé des étudiants. Voilà. Sinon, je crois qu'il serait parti vers une structure comme la Startup Factory qui leur avait déjà fait un hackathon plus professionnel pour les startups. Donc, au fait, nous, ce qu'on a montré avec Hack and Pitch aujourd'hui, c'est que vraiment la force du digital, elle est là. Elle est encore plus présente dans un monde qui s'est complètement transformé aujourd'hui, bien entendu, on le sait tous. Et nous allons encore être plus présents à travers des programmes innovants. Il y en a un depuis tout à l'heure, d'ailleurs j'ai un petit peu, c'est très long, cet audio est très très long, je tourne un petit peu autour du pot. Je vous en dirai plus, Inch'Allah, en octobre, si j'ai cette occasion, si vous me faites l'honneur encore, Inch'Allah, en tous les cas, il y a une très très belle surprise qui va se présenter dans les prochains mois pour Hack and Pitch. Conseil pour les femmes qui veulent réussir, c'est de se dire, waouh, je suis une femme, c'est merveilleux. La femme a ce grand pouvoir de porter la vie, d'éduquer, de transmettre, de ne rien oublier, d'être multitâche. Eh ben, je lui dirais de croire en elle, de déployer ses ailes, que telle qu'elle est faite,
subhanallah, elle peut surmonter tellement d'épreuves qu'elle doit être forte et de croire en elle. Voilà. Situation de la femme au Maroc. Question très difficile et j'ai pas envie de donner une réponse cliché. J'ai plus envie justement de donner une réponse telle que moi je le ressens, mais je ne sais pas si elle vous conviendrait parce que elle émane d'un vécu de mes réminiscences. Et je dirais que nous avons de la chance, nous les femmes marocaines et en général les femmes africaines. Car oui, nous sommes respectées. Oui, oui, en général et en grande majorité. Alhamdulillah, nous sommes des femmes fortes. Et en disant ça, tout de suite, il y a l'image de ma grand-mère. Ma grand-mère, que Dieu lui donne longue vie, Inch'Allah, est une dame forte, respectée, une grande dame, qui malgré qu'elle était mariée à un homme qui avait fait des grandes études à l'époque, et elle, non. Donc c'était une femme au foyer, une femme qui n'a pas eu forcément une éducation scolaire, a pu quand même avoir, comment dirais-je, son, elle a été écoutée. Voilà, on n'est pas en train de dire elle a eu le dernier mot pour quelque chose, non. Mais en tous les cas, c'est une femme qui a été très écoutée, très respectée, une femme forte. Et quand je vois la femme rurale marocaine, celle que j'ai côtoyée quand je préparais mon diplôme d'architecte, j'ai vu là aussi une femme forte. C'est vrai que son mari était à l'usine à Bouznéka. Son mari était gardien dans une ferme à l'autre bout du Maroc. S'il n'avait pas eu la chance d'être embauché dans une ferme à Blisnimen, où il était gardien dans une villa à Casablanca. C'est pour cela que j'avais voulu faire ce centre pour les femmes et pour tous les jeunes, et peut-être même pour ses maris, qui au lieu de s'éloigner, ils pouvaient travailler dans ce centre rural à Blisnimen, à Ain Tizra. Et bien cette femme, qui était seule, son mari donc n'était pas là, et c'est elle qui gérait les finances. C'est elle qui gérait le panier. C'est elle qui gérait l'avenir. C'est elle qui l'appelait allô. Je ne sais pas. Allô, Mustafa, Bouchaïb, خصك تجي راه غنجوجو مهدي ولا غنمشيو نخطبوا له بنت je sais pas Rachida. Et c'était magnifique. Et puis elle lui disait non 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 غادي تجي tel jour غتقول للناس غادي حط الكونجي etc. Donc cette femme qui planifie, qui organise et qui fait ça, pas pour elle, pour l'intérêt de la famille. Et on a de la chance, alhamdoulilah. Donc la femme marocaine, vraiment, quand on est tous des personnes de bonne foi, quand elle tombe, alhamdoulilah, tout le monde sait que la femme, elle œuvre pour la qualité, et le bonheur et le bien-être de son petit foyer ou son grand foyer. Donc c'est pour cela qu'elle est écoutée. Elle est écoutée, elle est sage. Elle est là pour gérer le quotidien, mais aussi le futur, à se projeter, à projeter l'avenir de ses enfants, à projeter l'avenir de sa famille proche, de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, voilà, de son entourage. Très sincèrement, on ne va pas nier qu'il y a des violences qui peuvent arriver, mais pour moi, c'est dans toutes les cultures. Ce n'est pas propre à la femme africaine ou française ou new-yorkaise. Voilà. Et encore une fois, je suis fière d'être marocaine et je suis la fille d'une dame très forte. Cette grand-mère qui a participé fortement à m'élever parce que j'ai eu une maman aussi qui travaillait, donc je restais souvent avec mes grands-parents. Et j'ai vu avec elle cette beauté. Et j'ai côtoyé, comme je l'ai dit aussi, ces femmes rurales qui m'ont donné la niaque et qui m'ont conforté dans le fait que la femme marocaine est maîtresse de son avenir. Et elle est dans la bienveillance, dans le partage et dans la construction de son entourage. C'est un levier, un levier fort pour son entourage, sa société, même pour son village, voilà. Donc ça, c'est vraiment on part du foyer, du plus petit vers l'extérieur. Donc vraiment, cette femme marocaine, elle est forte. Cette femme africaine, elle est forte. Alhamdoulilah, cette belle expérience, en tous les cas, cet amour
j'ai grandi dans cet amour, dans cette bienveillance et cette force aussi. Et j'ai eu aussi le bonheur d'être la fille de la première femme architecte au Maroc, c'est ma maman, Khadija, une femme que j'ai vue à l'œuvre, qui est un grand modèle pour moi. Maman, c'est Madame Khadija Snazi Naqi, c'est une grande dame. Je suis fière d'elle. C'est pas parce que c'est ma maman, mais j'ai vu comment elle travaillait avec ferveur. Elle a servi son pays à la wilaya du Grand Casablanca, donc elle n'a pas ouvert dans le libéral. Elle s'est donné corps et âme pour son pays, pour, euh, pour aider, sortir à la Médina, et leur donner, une fois j'étais avec elle, elle était en train de leur dire, mais non, il faut sortir tout de suite, la maison risque de tomber, mais mesdames, messieurs, et elle se faisait respecter parce que voilà, elle avait peur pour eux, et puis on l'écoutait. Et parfois, j'entendais des hommes dire, oui, Mohendissa Hadrat, ce n'est qu'une femme. Et elle se retournait et leur disait, je ne suis pas qu'une femme, je suis une femme qui a peur pour vous. Je suis une femme qui aujourd'hui a cette expertise de vous dire que cette maison est fragile ou pas. Ma mère aussi, elle est partie étudier à l'étranger très jeune, elle est partie aussi en France. Et elle a fait ses armes à l'étranger. Et elle a dû rentrer et faire sa place dans un métier d'homme, ce métier d'architecte, de construction. Et donc, non, alhamdoulilah, oui, j'ai eu que plutôt oui, voilà, j'ai eu de, de belles représentations, de belles figures de femmes fortes autour de moi, des femmes vraiment très très fortes, qu'elles aient été à l'école ou à l'université ou pas. Le cas de ma grand-mère qui n'a pas étudié, le cas de maman qui a étudié, le cas de mes tantes aussi, des grandes dames. Voilà, donc non, non, alhamdoulilah, de beaux exemples qui me confortent dans le fait que nos femmes sont fortes et merveilleuses. Concernant Monsieur Habcha, je trouve votre site merveilleux parce que vraiment, nos femmes sont fortes, nos femmes sont merveilleuses, comme je viens de le dire juste avant, et les mettre en avant, c'est merveilleux. Voilà, je me répète, j'ai dit merveilleux 2 fois, mais c'est vraiment magnifique. Et j'ai déjà vu deux partages, enfin de mes amis partager des articles enfin, ils ont eu l'honneur et le bonheur certainement, et je suis fière d'avoir cet honneur et ce bonheur d'avoir aussi, Inch'Allah, un article dans votre merveilleuse plateforme, euh, ce magazine digital innovant parce qu'il est sous format aussi d'interview. Donc voilà, donc franchement, merci vivement. Donc il n'y a pas que... en plus, voilà, vous êtes un grand homme parce que vous vous intéressez aussi à nous et nous mettre en avant, mettre la lumière sur nous. C'est vraiment merveilleux. J'avais trouvé l'idée séduisante, vraiment quand je suis tombée il y a quelques mois par hasard sur ces articles. J'ai dit waouh, c'est et donc au fait je connaissais déjà du coup, donc j'avais déjà cliqué, j'avais déjà vu votre site et j'ai dit waouh, on s'intéresse à la femme marocaine dans sa pluralité, sa beauté, sa richesse et sa magnificence, voilà, magnificence, voilà. Donc merci de nous rendre cet honneur, et c'est un honneur de faire partie Inch'Allah, de personnes que vous avez sélectionnées. Je viens de réaliser au fait que plutôt ça fait 1 heure et demie que je vous laisse des audios. Je serai à votre disposition si vous voulez que je vous parle plus de vive voix, parce que ça va être un petit peu difficile, je pense, d'écouter tous ces audios. Merci vivement pour cette opportunité, c'est un honneur et un bonheur. Dernier mot, persévérance, donner sans attendre de retour, croire en soi, croire au potentiel des autres. Il y a l'histoire de la poule qui m'a toujours marquée. La poule qui a... C'est une histoire qui m'a rendue un peu triste au fait. La poule qui va dire au canard, alors que pourtant je suis quelqu'un de très... qui n'est jamais triste, alhamdoulilah, mais elle même un peu frustrée, on va dire, la poule qui dit au canard et au lapin qui veut manger, qui a faim, qui veut du pain. Tout le monde dit moi, moi, moi. Elle leur dit alors qui va venir semer les graines avec moi.
Et bien le renard dit pas moi, le lapin pas moi. Alors les graines, elle va les semer toute seule, ça va germer, ça va pousser, puis elle va dire qui va venir. Bah, tout simplement faucher le foin, enfin plutôt le blé, on va dire, avec moi, plutôt, voilà. Et tout le monde va dire non, non, pas moi. Et puis donc elle va aller le faire elle-même. Qui veut aller moudre le blé avec moi? Il va encore dire non, et puis c'est elle qui va s'écoller à la tâche. Après, la poule va dire qui veut venir préparer le pain avec moi. Ils vont encore une fois, le renard et le lapin dire non, et du coup, elle va aller faire son pain toute seule. Après, elle va dire, mais qui veut faire cuire? Ils vont refuser, c'est elle qui va aller faire la cuisson, surveiller. Dès qu'elle dépose le pain tout chaud, qui veut une part du pain? Moi, s'écria le lapin. Moi, s'écria le loup. Et là, elle leur dit, le renard, et là, elle leur dit, eh ben non, je vais manger le pain toute seule. Vous m'avez pas aidé. Euh, c'est vrai qu'il y a une leçon derrière ça. Mais en tous les cas, moi je me dis, elle aurait quand même pu être gentille et leur donner. C'est-à-dire que ça peut se résumer un petit peu à moi. Ça ne me dérange pas d'essayer de semer. Si j'y arrive, si j'ai cet honneur, je le ferai. Si j'ai ce pouvoir, je le ferai. D'aller moudre le blé, préparer et donner, ça me dérange pas. Voilà, voilà. Et il faut vraiment, vraiment essayer de faire de son mieux pour donner sans attendre de retour. Et le faire dans la bonne humeur. Et alhamdoulilah, et être satisfait. Et voilà, donc Hack and Pitch, c'est un mouvement non lucratif, international, tech digital, de mise en avant des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Et Inch'Allah, j'espère qu'on pourra encore rayonner encore et encore et encore à l'infini. Inch'Allah. Et merci vivement à vous de me donner cette occasion de m'exprimer et d'exprimer les potentiels, les volontés, l'histoire de Hack and Pitch et cette genèse, et aussi mon parcours. Je suis désolée d'avoir été longue et je reste à votre disposition. Bon, brahba, si vous voulez une présentation de Hack and Pitch, je vous l'envoie d'ailleurs tout de suite, je pense. Comme ça, c'est fait. Et avec un petit à propos de Hack and Pitch aussi. Merci, merci, merci. Et à demain, si vous voulez un entretien téléphonique peut-être plus court, parce que j'ai vraiment été très très longue.